Idées sur les romans, le marquis de Sade. Mais reprenons le siècle où nous l'avons quitté, pressés par le désir de louer des femmes aimables qui donnaient en ce genre de si bonnes leçons aux hommes. L'épicurisme des Ninon de l'Enclos, des Marion de Lorme, des marquis de Sévigné et de Lafare, des Chaulieu de Saint-Évermont, de toute cette société charmante, enfin, qui, revenu des langueurs du dieu de Cythère, commençait à penser comme Buffon, qu'il n'y a du bon en amour que le physique, changea bientôt le ton des romans. Les écrivains qui parurent ensuite sentirent que les fadeurs n'amuseraient plus un siècle perverti par le régent. Un siècle revenu des folies chevaleresques, des extravagances religieuses et de l'adoration des femmes. Trouvant plus simple d'amuser ces femmes ou de les corrompre que de les servir ou de les encenser, ils créent des événements, des tableaux, des conversations plus à l'esprit du jour. Ils enveloppèrent du cynisme, des immoralités sous un style agréable et badin, quelquefois même philosophique, et pur au moins s'ils n'instruisirent pas. Crébillon écrivit le Sopha, Tanzai, les égarements du cœur et de l'esprit, etc. Tous romans qui flattaient le vice et s'éloignaient de la vertu, mais qui, lorsqu'on les donna, devaient prétendre au plus grand succès. Marivaux, plus original dans sa manière de peindre, plus nerveux, offrit au moins des caractères captiva l'âme et fit pleurer. Mais comment, avec une telle énergie, pouvait-on avoir un style aussi précieux, aussi maniéré? Il prouva bien que la nature n'accorde jamais au romancier tous les dons nécessaires à la perfection de son art. Le but de Voltaire fut tout différent. N'ayant d'autre dessein que de placer de la philosophie dans ses romans, il abandonna tout pour ce projet. Avec quelle adresse il y réussit? Et malgré toutes les critiques candides et zadigues, ne seront-ils pas toujours des chefs-d'œuvre? Rousseau, à qui la nature avait accordé en délicatesse, en sentiment, ce qu'elle n'avait donné qu'en esprit à Voltaire, traita le roman d'une bien autre façon. Que de vigueur, que d'énergie dans l'Héloïse. Lorsque Mamus dictait Candide à Voltaire, l'amour traçait de son flambeau toutes les pages brûlantes de Julie, et l'on peut dire avec raison que ce livre sublime n'aura jamais d'imitateur. Puisse cette vérité faire tomber la plume des mains à cette foule d'écrivains éphémères qui, depuis 30 ans, ne cessent de nous donner de mauvaises copies de cet immortel original. Qu'ils sentent donc que pour l'atteindre, il faut une âme de feu comme celle de Rousseau, un esprit philosophe comme le sien, deux choses que la nature ne réunit pas deux fois dans le même siècle. Au travers de tout cela, Marmontel nous donnait des contes qu'il appelait moraux, non pas, dit un littérateur estimable, qu'ils enseignassent la morale, mais parce qu'ils peignaient nos mœurs, cependant un peu trop dans le genre maniéré de Marivaux. D'ailleurs, que sont ces contes? Des puérilités uniquement écrites pour les femmes et les enfants et qu'on ne croira jamais de la même main que Bélisaire, ouvrage qui suffirait seul à la gloire de l'auteur. Celui qui avait fait le 15e chapitre de ce livre devait-il donc prétendre à la petite gloire de nous donner des contes à l'eau rose? Enfin, les romans anglais, les vigoureux ouvrages de Richardson et de Fielding vinrent apprendre aux Français que ce n'est pas en peignant les fastidieuses langueurs de l'amour ou les ennuyeuses conversations des ruelles qu'on peut obtenir des succès de ce genre, mais en traçant des caractères mâles qui, joués et victimes de cette effervescence du cœur connue sous le nom d'amour, nous en montrent à la fois et les dangers et les malheurs. De là seuls peuvent obtenir ces développements, ces passions si bien tracées dans les romans anglais.
c'est Richardson, c'est Fielding qui nous ont appris que l'étude profonde du cœur de l'homme, véritable dédale de la nature, peut seul inspirer le romancier, dont l'ouvrage doit nous faire voir l'homme non pas seulement ce qu'il est ou ce qu'il se montre, c'est le devoir de l'historien, mais tel qu'il peut être, tel que doivent le rendre les modifications du vice et de toutes les secousses des passions. Il faut donc les connaître toutes si l'on veut travailler ce genre. Là nous apprîmes aussi que ce n'est pas toujours en faisant triompher la vertu qu'on intéresse, qu'il faut y tendre bien certainement autant qu'on y peut, mais que cette règle, ni dans la nature, ni dans Aristote, mais seulement celle à laquelle nous voudrions que tous les hommes s'assujettissent pour notre bonheur, n'est nullement essentielle dans le roman, n'est pas même celle qui doit conduire à l'intérêt. Car lorsque la vertu triomphe, les choses étant ce qu'elles doivent être, nos larmes sont taries avant que de couler. Mais si, après les plus rudes épreuves, nous voyons enfin la vertu terrassée par le vice, indispensablement nos âmes se déchirent, et l'ouvrage, nous ayant excessivement émus, ayant, comme disait Diderot, ensanglanté nos cœurs au revers, doit indubitablement produire l'intérêt qui seul assure des lauriers. Que l'on réponde, si après 12 ou 15 volumes, l'immortel Richardson eut vertueusement fini par convertir Lovelace et par lui faire paisiblement épouser Clarisse, eût-on versé à la lecture de ce roman pris dans le sens contraire, les larmes délicieuses qu'il obtient de tous les êtres sensibles. C'est donc la nature qu'il faut saisir quand on travaille ce genre. C'est le cœur de l'homme, le plus singulier de ses ouvrages, et nullement la vertu, parce que la vertu, quelque belle, quelque nécessaire qu'elle soit, n'est pourtant qu'un des modes de ce cœur étonnant, dont la profonde étude est si nécessaire au romancier, et que le roman miroir fidèle de ce cœur doit nécessairement en tracer tous les plis. Savant traducteur de Richardson, Prévost, toi à qui nous devons d'avoir fait passer dans notre langue les beautés de cet écrivain célèbre, ne t'est-il pas dû, pour ton propre compte, un tribut d'éloge aussi bien mérité? Et n'est-ce pas à juste titre qu'on pourrait t'appeler le Richardson français? Toi seul eus l'art d'intéresser longtemps par des fables implexe en soutenant toujours l'intérêt quoiqu'en le divisant. Toi seul ménagea toujours assez bien tes épisodes, pour que l'intrigue principale dût plutôt gagner que perdre à leur multitude ou à leur complication. Ainsi cette quantité d'événements que te reproche la harpe est non seulement ce qui produit chez toi le plus sublime effet, mais en même temps ce qui prouve le mieux et la bonté de ton esprit et l'excellence de ton génie. Les mémoires d'un homme de qualité, enfin, pour ajouter à ce que nous pensons de Prévost, ce que d'autres connus ont également pensé, Cleveland, l'histoire d'un grec moderne, le monde moral, Manon Lescaut surtout, sont emplis de ces scènes attendrissantes et terribles qui frappent et attachent invinciblement. Les situations de ces ouvrages, heureusement ménagées, amènent de ces moments où la nature frémit d'horreur, etc. Et ici, Sade écrit une note de bas de page sur Manon Lescaut. Quelle larme que celle qu'on verse à la lecture de ce délicieux ouvrage! Comme la nature y est peinte, comme l'intérêt s'y soutient, comme il augmente par degrés. Que de difficultés vaincues, que de philosophes à avoir fait ressortir tout cet intérêt d'une fille perdue. Dirait-on trop en osant assurer que cet ouvrage a des droits au titre de notre meilleur roman? Ce fut là où Rousseau vit que, malgré des imprudences et des étourderies, une héroïne pouvait prétendre encore à nous attendrir.
Et peut-être n'eussions-nous jamais eu Julie sans Manon Lescaut. Et voilà ce qui s'appelle écrire le roman. Voilà ce qui, dans la postérité, assurera à Prévost une place où n'atteindra nul de ses rivaux. Vinrent ensuite les écrivains du milieu de ce siècle. Dora, aussi maniéré que Marivaux, aussi froid, aussi peu moral que Crébillon, mais écrivain plus agréable que les deux à qui nous le comparons. La frivolité de son siècle excuse la sienne. Il eut l'art de la bien saisir. Auteur charmant de la reine de Golconde, me permets-tu de t'offrir un laurier? On eut rarement un esprit plus agréable, et les plus jolis contes du siècle ne valent pas celui qui t'immortalise, à la fois plus aimable et plus heureux qu'Ovide, puisque le héros sauveur de la France prouve, en te rappelant au sein de ta patrie, qu'il est autant l'ami d'Apollon que de Mars. Répond à l'espoir de ce grand homme en ajoutant encore quelques jolies roses sur le sein de la belle Aline. D'Arnaud, émule de Prévost, peut souvent prétendre à le surpasser. Tous deux trempèrent leur pinceau dans le Styx. Mais d'Arnaud quelquefois adoucit le sien sur les flancs de l'Élysée. Prévost, plus énergique, n'altéra jamais les teintes de celui dont il traça Cleveland. Air inonde le public. Il lui faut une presse au chevet de son lit. Heureusement que celle-là, toute seule, gémira de ces terribles productions. Un style bas et rampant, des aventures dégoûtantes, toujours puisées dans la plus mauvaise compagnie. Nul autre mérite enfin que celui d'une prolixité, dont les seuls marchands de poivre remercieront. Peut-être devrions-nous analyser ici ces romans nouveaux dont le sortilège et la fantasmagorie composent à peu près tout le mérite, en plaçant à leur tête le moine, supérieur sous tous les rapports au bizarre élan de la brillante imagination de Radcliffe. Mais cette dissertation serait trop longue. Convenons que ce genre, quoi qu'on puisse en dire, n'est assurément pas sans mérite. Il devenait le fruit indispensable des secousses révolutionnaires dont l'Europe entière se ressentit. Pour qui connaissait tous les malheurs dont les méchants peuvent accabler les hommes, le roman devenait aussi difficile à faire que monotone à lire. Il fallait donc appeler l'enfer à son secours pour composer des titres à l'intérêt, et trouver dans le pays des chimères, ce qu'on savait couramment en ne fouillant que l'histoire de l'homme dans cet âge de fer. Mais que d'inconvénients pressentait cette manière d'écrire. L'auteur du Moine ne les a pas plus évités que Radcliffe. Ici nécessairement de deux choses l'une. Ou il faut développer le sortilège et dès lors vous n'intéressez plus, ou il ne faut jamais lever le rideau, et vous voilà dans la plus affreuse invraisemblance. Qu'il paraisse dans ce genre un ouvrage assez bon pour atteindre le but sans se briser contre l'un ou l'autre de ses écueils, loin de lui reprocher ses moyens. Nous l'offrirons alors comme un modèle.